Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. Vous écoutez tout de suite le courrier des auditeurs. 你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，Hello, Hello, Guten Tag, Guten Tag, Bonjour, Bonjour, Здравствуйте. Bonjour à vous auditeurs et auditrices. Aujourd'hui, le courrier des auditeurs est animé par Florian Dai. Et ça. Et donc, on va, comme d'habitude, vous rappeler les concours et puis vous présenter les actualités de la radio et répondre à vos questions. Très nombreuses questions. Très nombreuses questions. On en a préparé plusieurs aujourd'hui, beaucoup. Donc, tout d'abord, les concours, vous les connaissez déjà probablement. C'est la fin du mois et du trimestre, donc si vous n'y avez pas encore répondu, il est toujours temps. Tout d'abord, donc, le concours mensuel du mois de mars. On vous demandait de citer 3 invités des pavillons France ou Belgique au Salon international du livre de Taipei. Ça devrait pas être trop difficile parce qu'on a fait quand même beaucoup d'émissions sur le Salon du livre de Taipei, le TIB. Oui, voilà. Et donc, il y a 20 lanternes du dragon à recevoir en cadeau. Donc, n'hésitez surtout pas à participer parce qu'il y a vraiment pour beaucoup de monde. Donc, vous aurez des plus grandes chances d'être tiré au sort. Voilà. Et puis, pour le concours trimestriel, donc janvier, février, mars, on vous demandait de citer au moins 3 personnes, donc artistes, auteurs, cinéastes, musiciens, écrivains, dans le domaine que vous voulez, disons, de nationalité taïwanaise qui soient allés en France en 2023. Oui, là aussi, je pense qu'il y a de quoi... Il y a de quoi faire. Et donc, en ce qui concerne le cadeau pour les personnes qui auront été tirées au sort, ce sera 4 couteaux à lame en céramique en forme de petits perroquets verts ou bleus. Et donc, je rappelle que c'est le concours trimestriel janvier, février, mars, donc qui se termine très bientôt également. Donc, il ne faut pas hésiter à répondre dès que possible. Voilà donc pour les concours. Au niveau des annonces, Sarah, il y avait des nouvelles fréquences à annoncer, c'est ça, bientôt ? Oui, tout à fait. Il y a une nouvelle fréquence à annoncer pour la diffusion vers l'Afrique. Et donc, ça va changer à partir du 31 mars. La nouvelle fréquence sera le 13 835 kHz. Ce sera diffusé par RFI pour l'Afrique tous les dimanches. Donc, je répète, 13 835 kHz pour nos auditeurs qui nous suivent depuis l'Afrique. Voilà, donc à la même heure que d'habitude. Et c'est la seule petite annonce de cette semaine. Oui, alors peut-être qu'avant de passer aux questions, on peut brièvement saluer quelques personnes qui nous ont écrit ou téléphoné. Oui, tout à fait. Il y en a eu beaucoup. Donc aujourd'hui, on a eu un appel de Gustavo Lucas qui nous a appelé pour la francophonie. Pour la francophonie, c'est ça, parce qu'il est directeur de l'Alliance française en Uruguay. Donc voilà, c'est une date qui est importante pour lui aussi. Donc il nous a appelé aujourd'hui. On le remercie beaucoup pour cette attention. Et puis, il y a également le Radio DX Club d'Auvergne qui nous a écrit à l'occasion du mois de la francophonie et de la journée internationale de la francophonie, en rappelant que la francophonie, c'est un vaste pays sans frontières, c'est celui de la langue française, un pays invisible, spirituel, mental, moral, et qui est en chacun de vous, en tout cas tous les francophones. La journée de la francophonie qui est le 20 mars, on le rappelle. Alors, on salue aussi Abdelila Izou qui nous a écrit du Maroc, André Bio qui nous a écrit parce qu'il avait un petit souci pour recevoir un colis, un cadeau, mais ça a été réglé. Il y a aussi Philippe Marsan, Daphné Arantz, Thomas Beg, Ratan Kumar Paul depuis l'Inde, ainsi que Paul Jamet qui nous a signalé un nouveau numéro du magazine Diplomatie consacré à Taïwan, donc c'est très intéressant, et Misayo Tanaka qui nous a écrit du Royaume-Uni.
Voilà, sans compter toutes les personnes à qui on va répondre, hein. Donc je ne cite pas. Oui, enfin, même Paul Jamais nous a aussi... On va aussi répondre à sa question aujourd'hui, mais un petit... Non, celle du 12 mars, de la semaine précédente. Voilà. On peut peut-être commencer par ça. Eh bien voilà, donc d'abord merci pour nous avoir envoyé des jolies photos de magnolias et d'un pavillon chinois. C'est vraiment très beau et ça fait plaisir de voir il y a ça aussi avec le printemps. Et puis, alors, il nous parlait aussi d'une conférence de presse du ministre des Affaires étrangères de la Chine, donc Wang Yi, qui a déclaré début mars que ceux qui jouent avec le feu seront brûlés en parlant de Taïwan. Donc c'était une conférence de presse qui a eu lieu en marge de la réunion annuelle de l'Assemblée populaire nationale, donc une grosse réunion en Chine. Et en fait, il a été interrogé par rapport aux relations interdétroites par un journaliste de Singapour qui était là. Et il a rappelé que voilà, le principe d'une seule Chine fait l'objet d'un consensus général au sein de la communauté internationale, que soutenir l'indépendance de Taïwan ne peut être toléré car cela remet en cause la souveraineté de la Chine. Donc ce sont des discours ou une forme de discours qu'on entend très souvent de la part de Wang Yi et de politiques chinois en général. Voilà, c'est vraiment le discours officiel de la Chine. Donc il a rappelé aussi que les élections qui se sont tenues récemment sur l'île étaient des élections locales dans une partie de la Chine et que le résultat des élections ne changeait en rien le fait que Taïwan fait partie de la Chine, ni la tendance historique du retour de Taïwan. Alors ça c'est pareil, c'est des jeux de mots parce que retour de Taïwan, il faudrait déjà que Taïwan ait appartenu à la Chine et Taïwan n'a jamais appartenu à la République populaire de Chine. Taïwan a déjà été contrôlé par la Chine ou des puissances situées géographiquement en Chine, mais pas par la République populaire de Chine. Oui, c'est la diplomatie taïwanaise d'ailleurs qui l'a rappelé voilà. Après cette grande conférence chinoise. Donc, voilà. C'est à la fois, aussi dans son discours, il a averti que les activités séparatistes en faveur de l'indépendance de Taïwan sont les éléments les plus destructeurs pour la paix et la stabilité dans le détroit de Taïwan, et que ceux qui se livrent à de telles actions seraient tenus responsables. Et c'est dans ce sens-là qu'il a fait la menace, voilà, qui dit d'un côté, nous continuerons à lutter pour la paix et la réunification avec la plus grande sincérité, et cependant, nous affirmons clairement que nous ne permettrons jamais à Taïwan de se séparer, comme si Taïwan allait se séparer et n'était pas déjà une entité à part. Oui, en fait, c'est là qu'on voit qu'en fait, les conflits de la guerre froide ne sont pas encore tous terminés, puisque les communistes ont remporté la guerre civile en Chine, mais voilà, ça a toujours été un peu un caillou dans la chaussure. Le fait que Taïwan, il y a eu le repli des troupes nationalistes du Kuomintang à Taïwan, la République de Chine s'est réfugiée à Taïwan, etc. Et donc la trajectoire de Taïwan a été complètement différente et a échappé au gouvernement de Pékin. Et du coup, c'est le genre de discours qui est répété tous les ans par les autorités chinoises. Voilà. C'est ça, Taïwan, c'est rien de nouveau sous le soleil avec ce type de discours. Évidemment, Taïwan réagit, Taïwan souligne que c'est une certaine lecture de l'histoire qui n'est pas partagée du tout par Taïwan, puisque quand on parle de réunification, il faudrait déjà qu'il y ait eu une unification avant pour pouvoir être réunifié, c'est pas le cas, en tout cas avec la République populaire de Chine. Et puis le fait d'allier dans une même phrase des menaces, c'est ça, ceux qui soutiennent l'indépendance seront brûlés pour avoir joué avec le feu. Et puis de l'autre côté, le fait de vouloir une réunification par la paix, c'est avec à la fois le bâton de la peur et de la menace, et de l'autre côté la carotte avec la promesse de paix pour convaincre Taïwan et la communauté internationale surtout que Taïwan doit, entre guillemets, rentrer dans le giron de la mère patrie. En fait, on peut se poser la question, puisque Wang Yi utilise une métaphore, on pourrait aussi utiliser la métaphore... si vous voulez vous marier avec une femme, est-ce que c'est bien de lui mettre un pistolet sur la tempe ? Bon, pas forcément, honnêtement, donc c'est un peu ça, quoi. À la fois,
ce souhait Bah, d'être avec Taïwan, de ne faire qu'un, etc. Mais en même temps, les menaces. Donc, on n'a pas envie forcément d'être avec cette personne. Enfin, mais pour la Chine, c'est pas une histoire de mariage, puisque Taïwan fait déjà partie de la Chine. C'est pas un truc entre deux personnes sur un pied d'égalité. Et c'est là qu'il y a tout le problème, en fait. C'est pas comme ça du tout que la Chine aborde la question de Taïwan. Tout à fait. Mais bon, comme dit la diplomatie taïwanaise, malgré tous ces discours chinois, en tout cas d'après la diplomatie taïwanaise, il ne faut pas oublier la réalité de fait, qui est que Taïwan est déjà en fait un pays indépendant et souverain, même si il n'est Avec pas... ses lois, sa monnaie, son armée, c'est les élections, etc. Même si il n'y a que quelques pays qui reconnaissent en fait la République de Chine, Taïwan, et que Taïwan n'est pas à l'ONU pour des raisons. Enfin voilà, on va pas non plus rentrer dans plein de détails, mais voilà. Oui, mais donc pour les Taïwanais au quotidien, en fait, ce genre de discours, ça fait vraiment ni chaud ni froid. On l'a déjà entendu, on l'entendra encore plus tard. Voilà, c'est plus, je pense, adressé à la communauté internationale. Ou même aux Chinois. Et aux Chinois aussi, puisque en interne. Beaucoup de Chinois, du coup, n'ont entendu que ce discours-là. Et donc ça serait bizarre de changer ce discours de toute façon. Ouais. Ok. Voilà donc pour cette question. Donc merci à Paul Jamet. Et je vais poursuivre avec une question de Jacques Augustin qui nous a posée au mois de février, parce que je trouve que c'est intéressant de continuer un petit peu avec l'histoire. Donc, Jacques Augustin nous a dit qu'on avait récemment évoqué l'occupation japonaise de Taïwan sur RTI. Et donc, il demandait quels sont les liens qu'entretiennent Taïwan avec l'Empire du Soleil Levant aujourd'hui. Et que peut-on dire sur les échanges commerciaux ? Alors, en fait, je vais renvoyer vers une émission très intéressante que j'avais faite il y a 1 an sur l'influence du Japon et du japonais à Taïwan dans toute sa diversité. Je remettrai le lien, mais à l'époque, j'avais interviewé un chercheur qui s'appelle Zhou Junyu, qui est professeur à la faculté d'histoire de l'université nationale Zhengzhou. Et donc, il nous avait parlé des liens entre Taïwan et le Japon qui sont assez forts. Alors, c'est assez complexe, en fait, parce qu'il y a eu la colonisation japonaise entre 1895 et la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et normalement, la plupart du temps, quand on est colonisé, ça se passe pas très bien, voilà, il y a des citoyens de seconde zone, etc. Et Taïwan ne faisait pas exception, même si le Japon a pu apporter une certaine modernisation. Mais pourquoi aujourd'hui, Taïwan, en fait, les Taïwanais, en grande partie, pas tous, mais en grande partie, ont quand même une image très positive du Japon. En fait, c'est parce que après la guerre, en fait, la Deuxième Guerre mondiale, beaucoup de Taïwanais pensaient qu'avec l'arrivée des troupes du Kuomintang et donc la République de Chine, leur niveau de vie allait s'améliorer. Or, en fait, ce qui s'est passé, c'est plutôt des conflits économiques, politiques et culturels. Il y a eu le massacre du 28 février 1947. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont perdu leur poste dans l'administration, en fait, parce qu'au départ, ils parlaient japonais. Et en fait, ils sont passés à une administration qui devait parler mandarin. Et donc, au fur et à mesure, les personnes ont commencé à comparer cette époque avec l'époque japonaise. Et finalement, se sont dit que l'époque japonaise était difficile aussi. Aussi parce qu'ils avaient très peu de contrôle, en fait, parce que le gouvernement était imposé d'en haut. C'était le gouvernement qui venait de la Chine continentale qui avait tout le contrôle sur Taïwan, et les Taïwanais n'étaient pas intégrés à la prise de décision locale. Mais sous les Japonais, pas vraiment non plus. Non, mais ils s'attendaient à pouvoir retrouver cette autonomie-là avec l'arrivée des troupes chinoises. Oui, et ça n'a pas été le cas. Ça n'a non seulement pas été le cas, mais en plus, d'après ce que disait ce professeur, les Taïwanais ont, en fait, en comparant l'époque japonaise et l'époque du Kuomintang, ont réalisé que, certes, sous l'époque japonaise, ils étaient citoyens de seconde zone,
mais il y avait des règles et les Japonais respectaient les règles. Or, ensuite, les règles n'étaient même plus respectées. Donc en fait, c'est dans le contexte de ce qui s'est passé après que cette image du Japon a été un peu réévaluée. Et il faut dire aussi que chez les jeunes d'aujourd'hui qui n'ont pas connu cette période, il y a tout le soft power culturel du Japon à travers le manga, les animés, les films, les jeux vidéo, etc. Il y a bien sûr aussi les échanges touristiques. Et en ce qui concerne les échanges commerciaux, ils sont assez conséquents entre Taïwan et le Japon. Plus de 88 milliards de dollars américains d'échanges en 2002, et c'est en augmentation constante. Ce sont surtout des exportations japonaises vers Taïwan, plus de 55 milliards de dollars, mais aussi 33 milliards de dollars d'exportation de Taïwan vers le Japon. Et il faut souligner que la coopération entre les deux pays vraiment prend de l'ampleur ces derniers temps, puisque TSMC, donc le producteur taïwanais de semi-conducteurs, a construit une usine à Kumamoto au Japon et va en construire une deuxième et peut-être même une troisième. Donc voilà, en ce moment, c'est plutôt l'ambiance est plutôt chaleureuse entre Taïwan et le Japon, que ce soit au plan culturel ou économique. Et puis même sur un plan géopolitique, je pense que Taïwan se rend compte qu'il a tout intérêt à garder des relations très positives avec le Japon pour se protéger face à la Chine. Donc ça, c'est aussi un autre facteur qui fait qu'avec un ennemi commun, vaut mieux se serrer les coudes, quoi. Tout à fait. Voilà, on remercie Jacques-Augustin pour sa question. Ouais. Alors je vois que j'avais encore 2 autres questions de préparer, une de Paul Jamet, une de Jacques-Augustin, donc on n'est pas très original aujourd'hui. Je voulais répondre d'abord à la deuxième de Paul Jamet, du coup, par rapport aux cartes QSL, puisque effectivement on aurait pu le faire un petit peu plus tôt d'ailleurs. Il y a des nouvelles cartes QSL cette année que vous aurez déjà découvertes, puisque ce sont celles de 2024 qui sont plus colorées. Ce sont des croquis réalisés par Zheng Kaixiang. Donc il a plusieurs livres qui sont déjà édités en français, il y a en tout cas dans les rues de Taïwan. J'en avais parlé puisqu'il était venu présenter ce livre à la librairie française du Pigeonnier, et c'était moi qui avais interprété pour lui, donc du mandarin vers le français lors de cette conférence. Donc j'avais fait 2 émissions à ce sujet. On remettra les liens sur la page du courrier. Voilà. Donc une qui parlait plus de son projet à lui, et puis une autre sur un livre en particulier, un livre duquel sont tirées les cartes postales, les cartes QSL en ce moment, qui est de 100 stands, en fait 100 stands de rue, puisqu'il s'intéresse au quotidien, aux petits détails, aux gens, aux petites gens de la ville, disons, ou de la campagne d'ailleurs, qui ont des stands dans les rues, au bord des routes parfois. Donc ça va des stands où les gens sont à mettre leur étal par terre, ou bien juste sur une petite chaise, parfois une table, parfois avec un vélo, des stands mobiles avec des étals plus ou moins complexes, et parfois un camion même. Donc il y a différents types, ceux qui sont mobiles, ceux qui sont immobiles. Et en tout cas, je crois que c'est des cartes QSL qui plaisent bien aux auditeurs. Donc, nous vous encourageons à nous envoyer en fait vos rapports d'écoute pour recevoir une nouvelle carte tous les mois, parce qu'elles sont différentes et elles sont très belles. Et donc, celle du mois de mars, c'est un stand de rue aussi de Cholumbing. Donc, ce sont les gâteaux roux, ça s'appelle. Ce sont en forme de roue, quoi. C'est ça, des petits gâteaux ronds. Donc, dont la moitié est mise, c'est avec une sorte de pâte, un peu comme de la pâte à crêpes, qui est mise dans un moule en forme de rond, c'est ça. Et donc, les deux moitiés sont cuites à part, et à l'intérieur, il y a des farces avec différents goûts qui peuvent être mises, et après, les 2 moitiés sont refermées, mises l'une par-dessus l'autre. Ça me donne l'eau à la bouche et ça me fait penser à ma prochaine question, là, donc...
Voilà, donc là on voit la personne qui tient le stand et puis du monde qui fait la queue autour pour attendre, pour acheter des gâteaux. Une femme avec un porte-bébé, un enfant devant sur le ventre et puis un autre qu'elle tient à la main par terre et puis un casque de moto qu'elle a même pas enlevé. Et puis voilà, différentes personnes qui sont là, qui représentent bien les gens un soir qui vont acheter ça au marché de nuit, avec les tabourets rouges typiques aussi de Taïwan. Et je crois qu'on a même déjà la QSL pour le mois d'avril. Peut-être tu peux nous en parler un peu ? Oui, alors on va faire un teaser pour le mois d'avril. Ça reste aussi une ambiance très marché de nuit, avec un stand un peu plus élaboré. C'est sur roulette, et donc il y a tout un étal de Xiansuji. C'est ça, donc c'est du poulet frit. Ils appellent ça en anglais du popcorn chicken. Donc il y a aussi 2 personnes qui sont derrière l'étal, et puis l'enseigne un peu lumineuse, jaune avec des caractères rouges, et puis des gens qui font la queue à côté, aussi une personne qui a encore son casque sur la tête, plusieurs avec leur masque aussi. C'était peut-être réalisé en partie pendant le Covid, mais voilà, donc c'est vraiment une ambiance très, très locale, taïwanaise. Effectivement, c'est un paysage qu'on voit assez fréquemment, qui est très facile à rencontrer dans les rues. Oui. Ah bah du coup, j'en profite pour faire le lien avec la prochaine question, qui est de Mustapha Bari, qui nous a écrit de Tunisie. Et donc, il nous demande, entre les fast-food et les plats traditionnels, quelles sont les coutumes culinaires les plus marquantes à Taïwan et en dehors des jours de fête traditionnels, est-ce qu'on mange souvent en famille ? Alors là, en fait, je vous invite aussi à écouter une émission récente dans Taïwan, dans toute sa diversité, sur les tiers-lieux et les restaurants, où on a passé justement en revue en fait plein de formes que les restaurants peuvent prendre à Taïwan. Bien sûr, les plus modernes, entre guillemets, les fast-food avec l'influence américaine, mais aussi d'autres restaurants qui peuvent être plus traditionnels. Et je me souviens dans cette émission notamment qu'il y a un témoignage de Tiffen, notre collègue, qui est très marrant, sur le chopati, je crois, le poulet qu'on coupe avec les mains, un peu comme avec des gants et tout, un peu comme une opération chirurgicale. Enfin bon, bref, c'était très rigolo. Alors, quelles sont les coutumes culinaires les plus marquantes à Taïwan ? C'est une question très très vaste. Je ne peux pas forcément y répondre comme ça, mais ce que je dirais, c'est que si c'est très vaste et diversifié à Taïwan, c'est aussi en raison de l'histoire, donc on en a déjà un peu parlé tout à l'heure. Il y a à la fois l'influence japonaise, il y a la cuisine taïwanaise, des Taïwanais qui sont là depuis plus de 400 ans, qui sont arrivés de la province du Fujian, donc avec les plats de la province du Fujian. Il y a des personnes qui sont arrivées de toutes les provinces de Chine après la Seconde Guerre mondiale, dans le sillage du Kuomintang, du KMT. Donc, en fait, il y a aussi plein de restaurants, par exemple, des provinces comme du Yunnan. Il y a des plats de Shanghai. Enfin, il y a tout ce qu'on veut. Et bien sûr, il y a aussi les plats des autochtones de Taïwan. Là, c'est beaucoup plus difficile à trouver en restaurant. Mais quand même, si on va sur la côte Est, on peut en trouver. Après, il y a par exemple les marchés de nuit aussi, dans lesquels on trouve plein de petits plats, où ça rejoint un petit peu ce que tu disais sur les cartes QSL. Il y a toute cette culture du fait d'aller manger à l'extérieur. Tout à fait, tous ces stands de rue. Et donc, pour répondre à la question sur est-ce qu'on mange souvent en famille, en fait, on mange souvent en famille pour les fêtes traditionnelles. Mais après, ça dépend des familles, bien sûr, mais il y a... Avec la vie professionnelle, c'est pas toujours facile de manger en famille. Et ce que j'ai découvert, ce qui était intéressant dans l'émission que j'ai faite récemment, c'est que c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de Taïwanais ont l'habitude de manger à l'extérieur dans des restaurants parce que c'est à la fois pratique, pas cher, c'est mieux fait qu'à la maison, etc.
Certains Taïwanais, d'ailleurs, à Taipei, n'ont pas de cuisine, tellement c'est facile de manger à l'extérieur. Beaucoup de studios ne sont pas équipés de cuisine. Si c'est un petit studio étudiant, tout ça, il n'y en aura même pas, et c'est normal. Mais en interviewant Tiffen, justement, j'ai découvert que c'était quand même quelque chose d'assez récent. Enfin, récent. C'est seulement à partir des années 70 que les Taïwanais ont commencé à manger à l'extérieur et qu'il y a plein de petits étals. Et ce que me disait Tiffen, c'est qu'avant, il n'y avait presque pas de restaurant. Tout simplement parce que dans chaque famille, les femmes faisaient à manger à la maison. Et c'est seulement à partir des années 70, quand les femmes ont commencé à étudier et à travailler, et qu'elles n'avaient plus le temps de faire à manger, et que du coup, il y a eu toute cette culture des restaurants qui s'est développée à Taïwan. Voilà, je ne sais pas si je réponds exactement à la question, mais je vous invite à aller sur la page du courrier. On va mettre le lien aussi vers cette émission si ça vous dit de l'écouter. Voilà, merci beaucoup pour la question à Mustapha Bari. Voilà. Et du coup, pour terminer, j'aimerais répondre à une autre question de Jacques Augustin qui nous questionnait sur les déchets plastiques, la quantité émise par Taïwan et comment ces déchets sont traités s'ils sont exportés vers un pays comme l'Indonésie, voire d'autres pays. Question intéressante. Question intéressante. Je pense qu'on avait déjà parlé des déchets dans des questions, dans un courrier il y a quelques mois, mais j'ai pas retrouvé l'émission. Peut-être que vous pourrez me rappeler, mais je sais que j'avais déjà fait des recherches qui ressemblaient un petit peu à ça il y a pas si longtemps. Mais donc, par rapport à la quantité de déchets produites, donc ça, qu'est-ce que tu dirais qu'il y a à peu près à Taïwan? En termes de volume? En termes de tonnes. Oh non, je sais pas, là c'est trop, là. Enfin, en tout cas, beaucoup. Ça se compte en millions de tonnes, 11 millions de tonnes en 2022. Et c'était 10 millions de tonnes en 2021, donc c'est peut-être 12 millions en 2023 et 13 millions. Enfin, si ça continue sur cette courbe-là, c'est vraiment une courbe ascendante avec de plus en plus de déchets produits. En fait, j'avais visité un incinérateur, j'avais fait une émission dessus. Et il me disait qu'en raison du Covid, les gens prenaient de plus en plus la vente à emporter et ça a créé de plus en plus de déchets plastiques. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'emballages à usage unique. Donc, parmi ces 11 millions de tonnes, il y a 43% de déchets ordinaires, 53% de déchets recyclables et 4% d'organiques à peu près. Et parmi tout ça, donc, seulement 4,4 millions de tonnes sont incinérées. Donc c'est pas beaucoup, c'est à peu près le tiers. Est-ce que c'est parce qu'il y a une bonne partie qui est recyclée? Il y a une partie qui est recyclée, mais c'est les incinérateurs qui n'arrivent pas à traiter tout ce qui leur arrive en fait. Il y en a beaucoup qui sont vieux, donc qui sont en réparation. Et il n'y en a pas dans toutes les villes, dans tous les comtés non plus. Donc, il y en a parfois qui doivent faire un premier tri sur place et puis en envoyer une partie ailleurs. Donc, voilà, c'est un problème. Il y a aussi beaucoup de déchets qui sont entreposés temporairement dans des décharges à ciel ouvert, voire enterrés. Il n'y en a pas qui sont exportés vers l'Indonésie. Il y en avait eu dans le passé, mais ce n'est plus le cas. Donc, les déchets à Taïwan sont traités localement. En tout cas, de ce que j'ai réussi à trouver. Mais ça reste un gros problème, voilà. Donc, merci à Jacques-Augustin pour cette question intéressante. Et on passe à la dernière question de Daniel Villon, qui nous a demandé si le Gofukushoten, un bâtiment centenaire qui a été rénové à Tainan et dont Lisa a parlé dans On en parle à Taïwan, a été rénové uniquement à l'extérieur ou aussi à l'intérieur. Et donc, effectivement, il a également été rénové à l'intérieur. C'est très, très joli. Il y a des plafonds en bois avec des poutres apparentes, un très bel escalier en bois aussi. Mais bon, comme c'est quelque chose qui est très visuel, je propose aussi de mettre des liens vers des photos sur la page internet du courrier de cette semaine sur le site de RTI. Voilà, pour répondre très brièvement à cette question. Donc, merci à Daniel Villon et à toutes les autres personnes qui nous ont écrites cette semaine. C'était le courrier des analyseurs, animé par Florian Dai. Et ça. Bonne semaine, bon week-end.